L'utilisation que les hommes politiques peuvent faire de la mémoire suscite cependant des débats. On peut le voir avec deux affaires concernant l'école sous Nicolas Sarkozy. La première, amorcée dès sa campagne électorale pour les présidentielles, concerne l'usage qui est demandé d'une lettre d'un jeune résistant communiste, Guy Môquet, à sa mère, peu avant son exécution. Pour le président de la République, il s'agit de la donner en exemple aux élèves de lycée, afin qu'elle leur inspire des sentiments patriotiques. Les historiens et enseignants critiquent cet usage de l'histoire. La lettre est utilisée pour susciter une émotion, mais ne doit pas être analysée dans son contexte historique et passe sous silence le fait que le jeune homme a été livré à l'Allemagne par le gouvernement de Vichy. Le texte officiel va jusqu'à nier l'engagement communiste du jeune homme, on parle de compagnon, qui est le terme employé par les gaullistes, à la place de camarade. Ce texte, vous le voyez, est engagé, il n'est pas neutre. On le voit notamment parce que l'auteur est issu du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, donc qui dénonce justement les usages qui sont faits par les hommes politiques de l'histoire dans des perspectives non historiques. Et enfin, dans un contexte de campagne électorale, il est issu du journal de gauche Libération. Peu après cette affaire, Nicolas Sarkozy propose une autre loi mémorielle sur l'école, destinée aux enfants de CM2 cette fois-ci. Chacun doit prendre en charge la mémoire d'un enfant juif déporté. Les enseignants et les associations de parents dénoncent le poids émotionnel d'une telle mesure pour les enfants, ainsi que le fait qu'il s'agit encore une fois de faire intervenir les sentiments aux dépens de l'analyse historique. C'est ce que dénonce ce dessinateur de presse, Maester, avec ses deux dessins. Cette intervention par la loi et les programmes scolaires par les hommes politiques s'inscrit dans un devoir de mémoire plus global. L'expression naît dans les années 1990, désignant l'obligation d'entretenir le souvenir des souffrances endurées par les victimes et de réparer le préjudice moral et matériel qu'elles ont subi. De nombreux historiens dénoncent ces lois mémorielles et soulignent qu'un devoir d'histoire serait plus pertinent. Le rôle des chefs d'État est aussi de parler au nom de la nation. Ainsi, bien que les Français admettent la collaboration depuis les années 1970 au moins, le discours de Jacques Chirac en 1995 à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv est-il essentiel. C'est la première fois qu'un chef d'État français admet officiellement la collaboration et le rôle du régime de Vichy. Comme vous pouvez voir ici, avec ces phrases, oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par l'État français. Et il y a 53 ans, policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leur chef, répondaient aux exigences nazies. C'est également pour cette raison que de nombreuses cérémonies ont eu lieu en présence du président allemand. Il est invité au nom de l'amitié franco-allemande, de la réconciliation, et parce que le discours officiel allemand admet toute la responsabilité du pays dans les horreurs du Troisième Reich. Aujourd'hui encore, des historiens travaillent sur la Seconde Guerre mondiale. Les preuves désormais massives de la collaboration incitent les personnalités politiques à l'admettre. Un des derniers mythes qui soutenait que Pétain était manipulé, trop vieux pour savoir ce qu'il se passait, un peu sénile peut-être aussi, a été définitivement abattu par Serge Klarsfeld en 2010. Ce dernier a trouvé des documents d'archives et notamment le projet de loi sur le statut des Juifs, annoté de la main même de Pétain, qui ajoutait de lui-même des fonctions interdites aux Juifs, comme le métier d'instituteur, prouvant ainsi qu'il était conscient de ses actes et devançait les éventuelles exigences nazies. Klarsfeld est un historien particulier, c'est également quelqu'un qui est réputé pour être un chasseur de nazis avec son épouse Beate Klarsfeld. Il partait en Amérique du Sud dénicher ceux qui s'y étaient cachés. La mémoire de la résistance permet toujours de souder la nation, cependant. Ainsi, ces cérémonies demeurent-elles importantes pour les chefs d'État, notamment s'ils sont en quête d'opinion publique favorable. François Hollande avait choisi de faire entrer au Panthéon 4 résistants, Jean Zay, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios et Germaine Tillon. À sa mort, Simone Veil est également panthéonisée par Emmanuel Macron, la cérémonie rappelant à la fois sa déportation et son œuvre ensuite. Donc nous avons terminé le chapitre. Voici un petit tableau de synthèse. Donc sur la situation des mémoires au cours des différentes époques. Donc les mémoires d'abord de la Shoah. Après-guerre, c'est l'occultation. On n'en parle pas, on ne peut pas en parler. À partir des années 60, et notamment avec le procès Eichmann, la libération de la parole. Et enfin aujourd'hui, un sujet qui est très présent, à la fois dans notre culture politique, scolaire, artistique, mais qui est confronté à une montée du négationnisme. La collaboration ensuite, on a d'abord un temps d'épuration, puis à nouveau une occultation, notamment avec les lois d'amnistie. Dans les années 60-80, elle est peu évoquée, malgré l'émergence de quelques regards critiques.
et aujourd'hui elle est admise et enseignée, mais assez peu représentée dans les arts. Les historiens de la Seconde Guerre mondiale, pour avoir quelques noms à se rappeler, d'abord après-guerre, Robert Aron et sa théorie du glaive et du bouclier, si contestable, ensuite justement Robert Paxton qui l'invalide, et enfin Serge Klarsfeld, pour aujourd'hui, par rapport aux historiens de la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, nous avons vu aussi deux historiens des mémoires de la guerre, Rousseau et Nora, qui travaillent après les années 80. Enfin, pour l'État, après la guerre, c'est l'épuration et les lois d'amnistie. Dans les années 60-80, encore un peu peu de choses sur la collaboration. Les premiers mémoriaux qui sont construits, les premiers procès. Et enfin aujourd'hui, la reconnaissance officielle de la collaboration et des lois mémorielles. Pour terminer, quelques rappels de films, il y en a beaucoup d'autres. Après la guerre, des films comme La bataille du Rail, qui nous célèbre la résistance. Dans les années 60-80, le premier film qui parle de collaboration, le chagrin et la pitié. Et enfin aujourd'hui, une diversification des sujets abordés comme l'arme et du crime. Pour terminer sur ce sujet, je vous invite à faire le petit travail en choisissant un film à présenter sur le forum de l'ENT. La feuille de consigne est disponible sur Pronote.